Bonjour Jacqueline Boyer. Bonjour Julien. Je suis très content de vous recevoir sur ce plateau galerie en fait. Magnifique. Vous avez vu, Place des Vosges, Superbe. cette galerie, la galerie Médicis, En plus. voilà, avec plein d'animaux qui vous entourent parce Oui, que moi ça, qui adore les animaux, c'est parfait. là vous êtes, Je me sens très bien. vous êtes comblé. Ça vous parle la Place des Vosges? Un petit peu, Un petit peu. un petit peu, oui. Donc Jacqueline, vous êtes, comment dire, vous êtes de Paris. Je suis de Paris, je suis parisienne au départ, hein. Oui. Je suis née à Paris, bien sûr. Mais j'ai émigré dans le sud-ouest maintenant. Maintenant vous avez déménagé. Et le sud-ouest c'est bien aussi. Voilà, du côté de la région toulousaine, c'est pas mal non plus. Votre père était chanteur, Jacques Pille. Voilà, Jacques. Pils, pardon, excusez-moi. Votre mère chanteuse, Lucienne Boyer. Absolument. Deux personnages très connus, Oui. une plus chanteuse et l'autre plus dans le musical. C'est-à-dire que mon père, ça a été d'abord Pils et Tabet, Oui. les duettistes, et puis après ça a été Pils tout seul, et puis Pils en train de faire du cinéma, parce qu'il a fait pas mal de cinéma aussi. Et puis ma mère, bon, ma mère c'est Madame, vous parlez Madame Moore, quoi. Exactement. Voilà. Alors, quel souvenir avez-vous de votre enfance avec vos parents? Des voyages, beaucoup de voyages, des valises, des scènes, des coulisses, des tas de gens célèbres qui venaient à la maison, mais quand je cite les noms, on me dit « Oh là là, quelle chance vous avez, etc. » Vous avez eu, j'avais 5-6 ans à l'époque, donc c'était tous les grands noms du musical français, des grandes comédies musicales américaines quand on était à New York, donc voilà. C'était une enfance comment dirais-je, une enfance d'enfant d'artiste, quoi. Oui, puis c'est surtout qu'en plus, il y avait vos parents qui étaient en fait des musiciens entre les deux guerres. Non, Après, c'était il y pas a eu la musicien, guerre. ils étaient surtout interprètes. Interprète C'était aussi, surtout- mais entre ils les étaient deux chanteurs. guerres, qui n'était pas évident. Et après la fin de Ah ben, guerre, entre les deux guerres, mon père a fait la guerre, ma mère a fait de la résistance, elle a failli être fusillée, enfin il y avait plein de choses comme ça, hein, ce que je raconte dans mon livre. tout à fait, c'est ce que. Donc votre père épouse Édith Piaf en 52. En 52, exactement. Comment s'est passé votre rapport avec Édith Piaf? Bah, très bien, vous savez, j'avais 11 ans à l'époque, donc ça s'est très très bien passé, hein. Elle était très timide et moi aussi quand j'ai vu la première fois. Alors elle m'a dit comment t'appelles? Je dis tu sais on m'appelle Poussin, je vais t'appeler Poussin. Je dis comment je peux t'appeler pas Edith? Alors c'est devenu mamie Edith, voilà. Elle était Et très entre proche. Lucienne et Edith c'était Lulutte et Didith. Tous les petits noms de l'époque. Voilà. Mais elle était vraiment protectrice avec vous? Elle aimait beaucoup. Il y avait aussi les enfants de Marcel Cerdan qui étaient là. C'était vraiment Une la famille. roulotte, hein. Une roulotte, mais une famille. Une famille. Une famille unie. Elle aimait beaucoup faire. Elle nous gâtait beaucoup à Noël. Elle aimait faire des cadeaux. Non, elle aimait les enfants, hein. Sacré personnage. C'était un sacré personnage. Puis elle m'a donné beaucoup de conseils. Moi, je l'ai suivi. Je l'ai suivi jusqu'à la fin, hein. On a été amis. On s'est vus jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Même mon père, même ma mère, ils ont été jusqu'à la fin avec Edith. Alors comment on se retrouve après tant de carrière? À 18 ans, vous vous retrouvez sur scène à l'Étoile, au Théâtre de l'Étoile avec Marlène Dietrich. Alors, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé en 57. J'étais collégienne à l'époque et j'étais interne dans le collège Saint-Joseph à Bordeaux. Et c'était pendant les périodes de vacances. On avait 3 mois de vacances à l'époque. C'était au mois de juillet. Et ma mère devait partir faire une tournée en Hongrie pendant les périodes des grandes vacances. J'ai dit, oh maman, j'aimerais bien te suivre en tournée, ça m'amuserait de suivre la tournée et de visiter la Hongrie. Elle m'a dit, oui d'accord, mais à une condition, tu vas chanter. Parce que je chantais dans la chorale, j'avais une jolie voix, j'avais une voix juste, j'avais une voix claire, etc. Je faisais du piano et je m'accompagnais au piano, donc elle m'a dit, tu vas chanter, tu vas apprendre 3 chansons et tu vas faire le numéro surprise dans la tournée. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'était en 57. Donc ça marche très bien. On rentre à Paris. Là, elle ouvre son dernier ultime cabaret, Avenue Junot. Elle me met dans le programme, en 57-58. Alors dans ce programme, il y a eu des petits jeunes qui sont arrivés, qui étaient Eric Azaraï, qui était Eric Romacias,
c'était Claude Carrère. Oui, c'était tout leur début. C'était tout leur début, hein, parce que Eh c'était oui. les années 58, 59, 60 qu'on démarrait. Et puis je chante dans le spectacle. Dans le programme, il y avait mon père qui chantait aussi. Puis un soir arrive Bruno Cocatrix et Franck Pourcel, qui Franck Pourcel a été pendant de longues années le chef d'orchestre accompagnateur de ma mère, qui m'a vu naître, et Bruno Cocatrix aussi qui m'a vu naître, qui était mon parrain de métier en quelque sorte. Alors, ils sont venus voir Lucienne au cabaret chez elle, et puis ils sont venus pour écouter la petite chanter. C'était moi. C'était. Alors ils m'écoutent chanter, puis après que j'ai chanté, Franck et Bruno disent à ma mère, Bruno dit à ma mère, la petite, je vais la mettre dans le programme de Marlène, il faut la mettre sur scène. Et Franck Pourcel a dit, moi je vais faire ses premiers disques, je vais orchestrer ses premiers disques et je vais la faire rentrer chez Pathé Marconi. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pour ça que vous avez sorti un disque en 59. Voilà. Et qui a fort bien marché d'ailleurs. Qui a très très bien marché. Voilà. Et je le retrouve donc dans le spectacle de Marlène Dietrich, au Théâtre de l'Étoile, où je chantais 3 chansons, où j'étais présentée comme la demoiselle de la chanson française. Voilà. Oui, vous pouvez être fier. Mais les souvenirs avec elle, avec Marlène, comment elle était? Une femme extraordinaire. Alors, anecdote, c'est très drôle parce que le soir de la première, évidemment, il y avait ce qu'on appelle à l'époque le tout Paris, mais vraiment le tout Paris. Rien à voir, oui. Maintenant, excusez-moi, mais ça n'existe plus. C'était tout le cinéma français, tous les académiciens, tous les politiques, enfin les grands noms de l'époque, magnifiques. Et puis donc des fleurs. Et puis à un moment donné, il y a Marlène qui dit à Bruno Cocatrix, mais je vois plein de fleurs qui passent là, ça s'arrête pas dans ma loge, elles vont où ces fleurs? Et Bruno dit, mais elles vont dans la loge de Jacqueline. Jacqueline, oui, Jacqueline, la fille de Lucienne Boyer, Jacques Pils, belle fille d'Édith Piaf. Oh, mais je veux la voir tout de suite. Dis-lui que je veux la voir, je vais la recevoir et on va parler un petit peu. Donc, quelques jours après, j'ai donc le rendez-vous avec Marlène dans sa loge. Je devais rester 10 minutes. Je suis restée 1 heure et demie, où elle m'a tout raconté, sa vie, mes parents, Edith, ce qu'il fallait faire et pas faire, comment il fallait s'habiller, comment il fallait chanter, apprendre ses textes sur le bout des doigts, se présenter. Elle vous a préparé la scène. Oui, ce qu'il fallait faire, pas faire, et voilà. Et ce que je continue à faire quand je suis sur scène. Donc elle a été quelque part avec ma mère et Edith, ce sont mes 3 Pygmalions. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, même maintenant, je pense que vous pensez encore à eux. Alors, petite phrase en disant, fais ci, fais pas ça. Et les 3 m'ont dit la même chose, hein. Toutes les 3 Elles m'ont fait exactement à quelque chose près les mêmes conseils que je continue à faire, j'ai toujours fait sur scène. Mais vous le faites bien. Vous participez à l'Eurovision en 1960 et vous représentez la France avec la chanson Tom Pilibi. Normalement, c'était pas moi qui le faisais. Non, ça devait être Marcel Amont. Exactement. Voilà. Et racontez-moi l'histoire de cette chanson et comment... Racontez-moi l'histoire de cette chanson, c'est pas moi qui l'ai choisie parce qu'à l'époque c'était l'ORTF. Exactement. Et comme mon premier disque avait fort bien marché, j'avais gagné le Grand Prix du Brésil avec une très très belle chanson. Et donc je suis choisie par l'ORTF, par ma maison de disques, qui était Pathé Marconi à l'époque. Et c'est donc la chanson d'André Pop et Pierre Court, Tom Pilibi, qui est choisie. Et comme mon disque marchait bien, que j'étais une nouvelle arrivée dans le métier, que j'étais la fille d'eux, c'était pas mal non plus. Donc ils ont dit on va prendre la petite Jacqueline Boyer et j'étais la fraîcheur dans l'Eurovision parce qu'à l'époque c'était que des vedettes confirmées. Oui, vous étiez une petite nouvelle, la petite nouvelle qui arrivait. Voilà. Et donc il y a ma petite chanson, Cadet Roussel, La voix en l'air, etc. Puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et alors le gag de l'histoire, c'est que à l'époque il n'y avait que 13 pays, c'est pas comme maintenant. Oui. Bon. Et donc à l'époque, on va pour enregistrer Tom Pilibi à Paris, grève des musiciens. Bon, à Paris, grève des musiciens. Bon, on part à Bruxelles, j'enregistre Tom Pilibi à Bruxelles, on rentre en France pour partir à Londres. Il n'y avait pas l'Eurostar à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et oui, il faut se... Grève d'avion, bon, patatrac. Alors on prend le train pour rejoindre... je crois que c'était du Havre qu'on partait sur Douvres, je ne sais plus où, enfin on prenait le bateau et on prenait le train. Et donc le train,
wagon numéro 13, place numéro 13. Alors justement, Et donc, quand on fait le tirage au sort pour l'Eurovision, je me voilà en 13e position, 3 fois le 13. donnez-moi votre main, tendez votre main, je vais vous laisser une carte. Voilà, regardez ce que je vous ai apporté. Je vous ai apporté le chiffre 13, justement, parce que le 13 vous a suivi quand même pas mal de... Enfin, même peut-être aujourd'hui Et encore. maman avait 13 lettres dans son nom aussi. Voilà, donc j'ai pris C'est gentil. le 13 de tarot, C'est très gentil. parce que je trouvais que c'était... C'est de l'histoire. Hein. C'est une très belle histoire. Il y a des chiffres comme ça que on a, même vous, comme moi, comme nous tous, on a des chiffres comme ça qui nous suivent. Et alors donc je gagne. Alors évidemment, maman, toujours dans son cabaret, alors, elle m'a dit ce soir-là, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme bouteille de champagne, les bouchons, ça, bon voilà. Et alors j'avais mon impresario qui était à Paris, qui m'a au téléphone, ne signe rien, ne signe rien. J'ai dit non, je signe rien. Et je suis rentrée avec Franck qui me protégeait sous son aile, là, et donc je suis rentrée à Paris. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Hein. C'est une belle histoire, cette Eurovision 1960. C'est ma carte de visite. C'est votre carte de visite, exactement. Parce que en 60, vous enregistrez aussi en version allemande. Oui. Alors, comment s'est fait cette carrière en Allemagne, en fait? Ben, c'est l'Eurovision. C'est l'Eurovision? C'est l'Eurovision quand les Allemands, donc c'était la maison mère en Allemagne, c'était Electrola, qui était donc la mercredi allemand. Quand ils ont entendu la chanson, ils ont dit il faut tout de suite qu'elle enregistre en allemand. Donc on a fait la traduction de Topini. Ça m'a ouvert les portes de l'Allemagne et j'ai fait un parcours extraordinaire là-bas. Hein. Oui, c'est impressionnant. Mais c'est pour ça que pourquoi l'Allemagne n'est pas ailleurs à l'époque, en fait? Parce que bon, vous avez dit... Bah parce que bon, physiquement, ça correspondait à ce qu'ils recherchaient. J'étais la petite française qui plaisait au public allemand, avec la voix, etc. Oui, et puis c'est surtout que les chansons qu'on avait avant étaient vraiment, ça représentait la France. C'est-à-dire qu'après, moi j'ai eu les plus grands compositeurs et auteurs allemands qui m'ont écrit des chansons pour l'Allemagne. C'était plus les Français, parce que c'était plus les Allemands qui m'ont fait travailler que la France. Hein. Et la France est venue après quand même? Pas beaucoup. Pas beaucoup? La France m'a beaucoup oublié. Hein. Oui, comme certaines personnes qui chantent ailleurs aussi. J'ai plus représenté la chanson française et l'Eurovision à l'étranger que je l'ai fait en France. Vous regrettez? Pas du tout, parce que c'est formidable de représenter la France dans le monde. Bah oui. Bah, c'est honorifique. Il y a des personnes qui disent non, mais il y a d'autres, comme je suis tout à fait avec vous, c'est quand même... avec le drapeau français, c'est quand même très agréable. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je vais vous donner quelque chose dans ma main. Je vous laisse fermer les yeux. Voilà, et découvrez ce dessin. Ça vous parle? Le coq, hein, le coq d'or, voilà, la chanson Comme un premier jour. Ah oui, oh là là. Ça, c'était une expérience extraordinaire. 3 jours, hein. Alors, je ne vous ai pas ramené le coq, je l'aurais dû customiser. J'ai préféré vous faire un petit chanson, coq. Hein, oui, c'était formidable. Et les souvenirs de ce festival avec le coq d'or. Comme au premier jour. Comme au premier jour, on était beaucoup de chanteurs. Il y avait mon ami Rosalie Dubois, il y avait Jocelyne Josselin, il y avait Robert Jontal, plein de gens de grands talents, avec beaucoup de très belles chansons. C'était par éliminatoire. Hein. Il y avait je ne sais plus combien de chanteurs et au fur et à mesure, ils éliminaient pour rester. Je ne sais plus combien on était le 3e jour, combien je ne sais pas, 10, 12. Les éliminations étaient comment? Parce que maintenant, bon, vous voyez, c'est le buzzer et tout, hein. mais là, c'est différent à l'époque. C'était le public, c'était les maisons d'édition, c'était Europe numéro 1 qui organisait ça avec Bono Cocatex à l'Olympia. Donc c'était des tractations, alors moi il y avait plein de trucs, quoi. Hein. Et le public, alors il y avait du public qui était pour un tel, un autre qui était pour un tel. Puis alors moi quand je chante, quand je dois chanter comme au premier jour, juste avant moi passe Rosalie Dubois avec Parce Canard, d'accordéon, alors elle défonce tout et tout formidable, elle a une voix extra. Passer derrière elle, c'était pas facile. 2 mondes différents. 2 mondes différents, mais c'est ma meilleure copine. Hein. On lui transmet le bonjour. Alors, et donc je passe derrière elle, enfin j'attends que le calme revienne dans la salle parce que c'était pas facile.
Puis bon, je chante ma chanson et ça marche. Mais entre-temps, on recevait des tomates, on recevait des bonbons, on recevait des tas de trucs sur ce... Oh, c'était terrible, hein. C'était pas agréable. Hein. C'est pas comme maintenant, où c'est différent, bien sûr. Bah, mais, c'est différent, c'est pas... Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des sacrées bonnes chansons. Hein. Oui, mais c'était vraiment la chanson française. Il y avait des auteurs, il y avait des mélodies, il y avait des textes, il y avait des un grand orchestre quand même, hein. C'était tout. C'est pas comment dire, on chante en live. Oui, vous avez aimé ces années-là, est-ce que maintenant vous trouvez que c'est... Je ne le trouve pas. Vous ne le retrouvez pas? Je suis pas de ce monde-là, moi je suis du musical, moi. Moi je suis de l'école de Piaf, de Lucienne, d'Aznavour, de Beko. Les vraies valeurs. Je suis de l'école du musical, quoi. Et justement, on va faire vous faites la première partie avec Charles Aznavour. Ce grand Charles Aznavour sur scène avec lui. Ben Charles, déjà, moi je l'ai connu, il m'a connu chez Piaf. J'avais 11-12 ans. Il n'était pas encore le grand Charles Aznavour, il était avec Pierre Roche. Ah oui. Et puis il était très ami avec... Il aimait beaucoup mon père. Charles aimait mon père énormément, ma mère. C'était quelqu'un que j'aimais infiniment. Et mon père lui avait dit, si jamais ma fille fait quelque chose dans le métier, est-ce que tu pourras jeter un œil sur elle et la conseiller, peut-être éventuellement si elle fait quelque chose, est-ce que tu pourrais répondre? Oui, oui, a dit Charles. J'y penserai, je le ferai. Et il l'a fait. Il l'a fait. Quand j'ai fait l'Eurovision, donc c'était en 60, c'était le premier grand spectacle que Charles faisait à l'Alhambra. Oui. En tant que vedette. C'était ses débuts, on va dire. C'était ses débuts en tant que vedette consacrée, enfin, bon voilà. Et moi, c'était première partie vedette américaine. Et c'était la fameuse année où il créait cette chanson, je me voyais déjà, en haut de l'affiche. En haut de l'affiche. Et ce pauvre Charles, il avait eu des critiques épouvantables par plein de gens. Lui, il ne fera jamais rien, il est laid, il est trop petit, il n'a pas de voix, sa voix, il chante comme une chèvre. Ah, horrible, horrible. Très sympathique quand on voit ce qu'il est devenu. Horrible ce qu'il a eu comme critique. Il a gardé toute sa vie. Toute sa vie parce qu'il était assez rancunier à ce point de vue-là. Et je le comprends parce que je minimise ce qu'on a raconté sur lui, mais c'était vraiment des horreurs. Et donc, on répète. Donc, on prépare l'Alhambra. Donc, je répète, il assiste à mes répétitions, j'assiste à ses répétitions. Et puis, il ne dit rien pour sa dernière chanson. Il avait préparé un truc, mais il ne nous dit pas ce qu'il allait faire. Moi, je l'ai découvert après, le soir même. Donc arrive le soir de la première, tout le public arrive, etc. Très, très, très snob. Moi, ça se passe très bien, première partie, tout se passe très bien pour moi. Grand succès, tout le monde est ravi. Arrive le moment où Charles doit rentrer sur scène. Il rentre sur scène, glacial. Public glacial. Comme ça, quoi. Enfin, il y en avait quelques-uns qui applaudissaient. C'était glacial. Puis au fur et à mesure que les chansons arrivaient, ça montait un peu plus, il y avait un peu plus d'applaudissements, jusqu'à la fin. Arrive la dernière chanson, donc les gens croient que c'est terminé, ils s'en vont, etc. Bon. Et il revient, et il chante, je me voyais déjà. Il fait son truc, il arrive avec sans sa veste, il fait parce que c'était un mime sur scène, hein, Charles. Alors, oui. Alors il mime devant sa glace, alors il met sa cravate, il enfile sa veste, il met ses boutons de manchette, il se frotte ses chaussures derrière le pantalon, etc. Il chante, je me voyais déjà, il fait toute la chanson, etc. Il termine, je me voyais, etc. Il termine sa chanson, il se retourne, et au moment où il se retourne, on voit un rideau rouge qui s'ouvre derrière, avec une rampe illuminée, et il se tourne vers cette rampe, et il va saluer le public derrière. Les gens sont restés comme deux. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas. Et c'est là que c'est parti. Tout a commencé, on le voyait déjà. Et après, il est sorti, il m'a dit, t'as vu, je les ai vus. Quel bon souvenir. Et après, on a fait plein de tournées, On tournait ensemble, c'est que des bons souvenirs.
J'ai fait le Japon, j'ai fait le Canada, j'ai fait la France, il m'a écrit une chanson. On va revenir là-dessus. J'ai allé chez lui, bon, j'ai connu sa fille. C'était un grand frère. Katia. C'était un grand frère pour vous aussi. Ça peut être un grand frère, C'était un comme frère de la musique. Oui, oui. Un grand Des beaux conseils. frère, un bon. Oh oui, il me disait, j'ai pas grand chose à te dire. J'avais qu'à le regarder, moi j'allais le voir chanter tous les soirs, hein. Après avoir chanté, je grimpais là-haut à côté des projectionnistes et je le regardais. J'ai pris des grandes leçons avec lui, hein. Que ce soit avec Piaf, que ce soit avec Trenet, quand j'ai fait la vie avec Trenet, ou que ce soit avec tous les grands. Justement. Donc là, après, en 61, vous faites une tournée avec Jacques Brel et Georges Brassens. Deux personnages vraiment extraordinaires. Il paraît que vous avez une petite anecdote avec Brassens. Brassens, on se retrouve à Biarritz, au Casino Bellevue. Donc moi, je faisais sa première partie, évidemment. Et puis, bien sûr, je vais le voir pour lui dire bonjour dans sa loge. Très timide, et moi aussi. Il était très timide, Georges, extrêmement timide. Qu'est-ce qu'il fait, Georges? Il prend sa guitare, il s'assoit et il me joue toutes les chansons depuis le Cétabet, il me les chante. Ça, c'est mignon. C'est adorable, c'est mignon. Et au moment de passer en scène le soir, alors, il y avait le rideau qui était fermé. Dans le rideau rouge, derrière, il y a un petit trou pour regarder la tête des gens. Donc je faisais un peu une tête, puis il y a un peu la tête comme ça. Puis il y a une main qui se pose sur mon épaule, c'était Georges qui me fait « T'inquiète pas, ils sont gays comme des pinces à linge. » Et avec Jacques Brel? Jacques Brel, tous les soirs, il perdait 2-3 kilos tellement il transpirait. Et puis on a fait une grande tournée magnifique. Et puis il écrivait, il écrivait une chanson, puis il me disait tiens écoute, regarde qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc, non, ça a été formidable. Et ces deux personnages, vous les avez rencontrés par rapport à vos parents ou par la suite? Non, par le métier. Par le métier. Voilà, parce que comme vous êtes né dans un berceau, en fait. Non, après les parents, moi j'étais toute après seule, vous étiez lancé. J'avais des impresarios, j'avais Félix Maroni qui s'occupait de moi, Charlie Maroni qui me disait tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, c'est eux qui tractaient et ils disaient on veut la petite boyer dans notre programme et tout. Non, et c'est Jacques Brel ou comment dire Georges Brassens qui sont venus à vous? C'est vous? Non, c'est par impresario, chacun les miens et ceux de Jacques Brel, etc. qui sont contactés, qui ont dit oui, on l'a vu. Une belle connexion. Donc après, vous avez fait quelque chose, ça va peut-être vous parler. Je me permets de... La Rose d'Or. La Rose d'Or. C'était en 63. C'était en 64. En 64. En 64, la chanson. Oui. Le temps de la vie. Ah oui, j'ai fait deuxième. J'adore Le temps de la vie. Oui, une chanson de Jean Salat. Ouais. Et c'est Jean-Jacques Debout qui avait gagné avec nos doigts se sont croisés là. Tout à fait. Parce que Le temps de la vie, moi ça me parle parce que ma grand-mère l'a chanté. Ah oui. Et donc voilà. C'est pas facile à chanter. Non, pas du tout. Pas du tout facile. Hein. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un petit clin d'œil avec cette petite rose. C'est gentil, c'est très gentil. Il y a plein de petits clins d'œil, vous voyez. Voilà, vous avez le droit de repartir avec. En 65, vous faites une tournée et là vous êtes avec. Il est très très bienveillant. C'était Monsieur Tino Rossi. Alors, ce petit Papa Noël. Oui, alors le 18 mois de tournée quand oui. même. Hein. Avec Tino. Oh, extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Il a été un vrai Papa Noël? Oh, il était adorable. Il était gentil comme tout. Il y avait sa femme, il y avait Laurent qui était là aussi. Vraiment un être adorable, vraiment très très gentil. On a passé des moments très amusants, très affectueux, des grands moments. On a fait toute la France, on a fait la Corse, après on a fait le Canada, on a fait la Suisse. 18 mois de tournée. J'ai fait quand même, on a fait une partie de tournée avec le Cirque de Lyon, sous chapiteau. Avec Tino aussi, le temps des guitares quand même. 18 mois de tournée avec ça. Oui, c'est énorme. Plein partout. Et qu'est-ce qui vous a apporté, par le métier, qu'est-ce qui vous a apporté Tino Rossi? Parce que je sais que Tino Rossi a été une personne très bienveillante, mais très forte. Il m'a apporté moi aussi, je le regardais chanter, je disais quand même incroyable, parce qu'il n'avait pas une grande voix, mais il avait une telle aura. Une prestance. Une telle présence sur scène, malgré tout, il ne bougeait pas. Hein. Il disait ça, il disait ça, il disait ça, il disait ça.
Il bougeait pas, mais il avait une telle heure, puis la voix quand même, il était là, c'était un personnage. Sacré personnage. Puis il parlait de ma mère, il parlait de enfin bon, bref, quoi. J'étais une enfant de là-bas, mais il me reparlait de ma famille, quoi. Hein. C'est pareil. Plein de petits souvenirs comme ça. Oui, magnifique. Et vous reprenez votre carrière en 69, parce qu'en 66, vous avez eu un petit souci. Oui. Maintenant, on n'est pas obligé d'en parler. Non. Parce que c'est les choses de la vie, comme on Oui, voilà. bien sûr. Et vous reprenez votre carrière et En Allemagne. En Allemagne. Gros tube encore. Repartez en Allemagne. Pas en Allemagne, gros tube. Et après, vous revenez, vous avez Bruno Cocatrice vous invite pour vous retrouver sur scène avec Charles Trenet. Ah, c'était en 71. Voilà, 72, 71. Oui, c'est ça. Là, je me retrouve première partie de Trenet. Avec Trenet, donc on a fait quand même 3-4 semaines avec Charles. C'était formidable, extraordinaire. Et là, dans ce spectacle, j'arrive avec 7 chansons de 2 jeunes compositeurs, auteurs-compositeurs qui n'étaient pas encore connus, qui étaient Pascal Sevran et Pascal Henriot. Et je chante, je choisis, ils viennent chez moi, je choisis des chansons, et je mets 7 chansons nouvelles dans la première partie. Il y a Bruno qui me dit tu es folle de faire ça, je dis ça fait rien, il faut les faire découvrir, il faut que je chante ces chansons qui sont très belles. Et je chante une chanson qui s'appelle Si quelqu'un veut le dire, que ma mère a repris d'ailleurs. C'est ce que j'allais vous dire. Et je commence la chanson, il me vient une idée, je commence la chanson complètement a cappella. On me donne la note et je chante la chanson a cappella. Très belle chanson. Et au milieu de la chanson, je fais intervenir la voix de ma mère, qui elle avait aussi chanté la chanson, donc c'est la voix chantée de ma mère. Et au moment où on entend la voix de ma mère, je fais mettre un spot bleu. Puisque ma mère C'est la était couleur toujours la dame en bleu. La dame en bleu. Donc elle chante la chanson, au moment où on entend la voix de ma mère, on voit le spot bleu. Et puis on repart toutes les deux, je rejoins après la voix de ma mère, et on termine ensemble. Et là, patatrac, tout le monde a applaudissements. Il y a Bruno qui m'a dit, je sors de scène, tu me referas plus jamais ça, mais c'était formidable. Oui, mais ça reste mémorable. Et ça, c'est un bel hommage déjà d'en parler, mais c'est aussi un bon souvenir sur scène. Donc j'ai fait connaître, j'étais une des premières à chanter les chansons de Pascal Henriot et de Pascal Sevran, qui Pascal Sevran après a fait les chansons pour Dalida. Pour Dalida, on connaît tous. Auria, pour Linda de Souza, etc. Pascal Sevran avec vous. Adorable. Adorable. Un frangin. Un frangin, c'est ce que j'allais vous dire. À qui n'a pas été frangin? Un frangin qui adorait ma mère, qui avait une adoration pour moi, comme Pascal. Et je les appelais les deux Pascaux. Les deux Pascaux. Ils avaient une adoration pour ma mère, ils adoraient ma mère. Et donc, Pascal, Auria, Pascal Sevran commençait son émission, sa fameuse émission. Je lui dis, tu seras. Et c'était ma mère qui était la marraine de l'émission. Mais elle dit, ma petite fille, il faut que tu reviennes en France, c'est bien l'Allemagne, mais il faut que tu reviennes chanter en France. Tu vas venir faire les émissions chez moi. Donc c'est comme ça que c'est reparti. L'émission a commencé dans les années 79, 80, comme ça. Un petit peu avant. Oui. Voilà, un petit peu avant. Oui. Les tournées en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, mais vous avez fait une bonne partie des pays quand même. Avec tous les plus grands noms. Hein. Et avec les plus grands noms. Alors justement, quel pays vous a plus marqué dans toute votre carrière de vos tournées? Y a-t-il un pays avec une rencontre ou sur scène? Des rencontres sur scène en Allemagne, j'en ai fait beaucoup avec tous les plus grands noms allemands. Hein. Mais aux États-Unis? Aux États-Unis, c'était Paul Anka, c'était. Barbara? C'était. Pat Boone, j'ai fait le Ed Sullivan Show, j'ai fait plein de choses comme ça là-bas. Tous les pays vous ont marqué en fait? Oh bah oui. Pas plus qu'un. Parce que j'ai fait. Le Canada, ça a été extraordinaire. Le Japon, c'était fantastique. Les Japonais. Là, par contre, j'étais toute seule. Je n'avais pas de première partie. Je faisais moi toute seule la première partie avec Charles et Charles la deuxième partie. D'accord. Donc c'était un accueil triomphal à chaque fois. Puis les étrangers, ils aiment bien les Français. Oui, on est beaucoup aimés en fait à l'étranger. En 76, vous revenez à l'Olympia, un duo avec votre mère,
En Et fait, ça, c'est les magnifique. 50 ans de carrière de ma mère, et je faisais à ce moment-là, j'étais la première partie de Jerry Lewis. D'accord. Et donc, Bruno dit, oh, il faut qu'on fasse quand même les 50 ans de chansons de ta mère. On n'a jamais rien fait pour elle. Et il y a Charles, justement, toujours à Zavod, qui dit, mais je viendrai te présenter. Je vais bien présenter Lucienne pour ses 50 ans. Et Charles est venu présenter Lucienne Pelly pour ses 50 ans. Et donc, moi, j'étais en surprise. Donc, j'ai chanté 3 chansons. Et après, on a chanté toutes les deux, les 50 ans de ma mère. C'est formidable. C'est beau, se retrouver. Et on se retrouvait sur scène avec votre mère. Ah oui, c'était formidable. Ouais. Ça, c'est un beau partage. Ouais, c'était super. En 79, vous quittez la France, direction New York, et vous changez tout. Pourquoi le changement? Barbara Benton. Barbara Benton. Ben voilà, parce que quand je revenais en France, on me regardait d'un drôle d'air en disant oui, Topi Bibi, l'Eurovision. Jacqueline Boyer, ça disait plus rien. Parce qu'avant, il y avait eu Françoise Hardy, France Gall, Sheila, tout ça. Moi, je suis partie de la France à ce moment-là, parce qu'au moment des yéyés, parce que je me suis entendue dire par un directeur artistique à ce moment-là, je fais un aparté, vous comprenez, mademoiselle Boyer, vous avez une jolie voix, vous chantez juste, on comprend ce que vous dites, c'est pas à la mode, c'est plus à la mode. Alors, bon, ben, j'ai dit, écoutez, monsieur, c'est très bien, j'ai compris. Il y a l'Allemagne qui m'ouvre les portes, c'est pas grave, au revoir. Au revoir, oui. Donc, je suis revenue en Barbara Benton, j'ai dit, je vais faire un challenge, parce que, en plus, les 2 garçons qui m'avaient écrit ces chansons m'ont écrit des chansons dans le style que moi j'avais envie de faire. Parce qu'on me cataloguait toujours comme Top Bibi ou comme oui. Premier Jour. Mais vous vouliez changer. Alors que je pouvais chanter autre chose. Oui. Avec une autre voix, avec un autre style, avec d'autres mélodies. Alors ce qu'on a fait avec cet album. Mais donc j'ai tout fait en anglais. Et on m'a dit, mais pour que tu fasses Barbara Benton, il faut que tu changes. Donc de brune, je suis devenue blonde, je me suis coupé les cheveux, je me suis mis des lunettes noires. Et j'ai parlé anglais, tout le temps. Ce qui fait que quand je suis venue en France, j'étais soi-disant une nouvelle chanteuse américaine qui arrivait en France. Et on faisait toutes mes interviews en anglais. Et j'avais un interprète qui traduisait l'interview pour moi. C'était rigolo comme tout. J'ai fait ça pendant 1 an. Et au bout d'1 an, il y a Drucker qui a dit à mon producteur, qui était le producteur de Jean-Luc Lahaye, Gérard Pellon, il dit, maintenant la petite, je sais qui c'est, il faut qu'on dévoile la vérité. Ce qu'on entend, parce que je passais sur toutes les FM. Hein. Oui. Barbara Benton, c'était Barbara, c'est fabuleux. Hein. Et j'ai fait le premier Champs-Élysées, c'était en 83, 58% d'écoute. Magnifique émission avec Michel Drucker. Et c'est là où ma mère a chanté la dernière fois en duo avec Daniel Guichard, Parlez-moi l'amour. Et donc, oui, voilà, cette jeune fille, Drucker le présente formidablement bien, oui, vous l'entendez partout, etc. Barbara Benton, là, c'est Jacqueline Boyer, tac. Et je rentre, seulement le métier en France, ils m'en ont voulu. Ils m'en ont fait la... Ils n'ont pas été contents que je fasse ça. Parce qu'il y avait eu déjà Nicole Croisy qui avait oui, déjà... exact. Hein, bon, une anecdote d'ailleurs concernant Barbara Benton, je fais un gala public, grande émission radio, présentée par Mourouzi. Yves Mourouzi. Je chante, etc. En anglais, bien sûr, il me présente, la chanteuse américaine, nanana. Ça marche très bien, fait un gros succès, nanana. Il vient me faire ça, il dit, oh, des chanteuses comme ça, américaines, on en veut tous les jours, vous revenez quand vous voulez, mademoiselle Benton. Elle n'est pas reconnue. Ça m'a amusé de faire ça. Oui, ça devait être amusant. Ça devait être amusant. Ouais. Et donc après, en 88, vous revenez en France, donc, oui, bah oui. En revenant, Jacqueline Boyer. Ah bah oui, parce que Pascal me dit maintenant, ça suffit, il faut que tu redeviennes Jacqueline Boyer. Allez hop, ça suffit. C'est fini, là on avance. On arrête, tu redeviens Boyer quand même. Alors maintenant, je vais vous parler d'une chose. Parlez-moi de l'association La Roue Tourne. Ah bah oui. Et avant de m'en parler, je vais vous donner quelque chose. Donnez-moi votre main. Voilà. Ça va vous parler parce que vous allez me raconter cette petite histoire. Un petit éléphant. Elle est pour vous, cette broche. Oh, j'adore. C'est très beau ça. C'est pour vous.
Oh, c'est gentil. En plus, c'est un animal que j'adore infiniment, que j'aime beaucoup. Parce que quand j'ai été chanter au Kenya, on m'a fait visiter le parc, un parc magnifique, où il y avait tous les animaux, etc. Et je me balade, et puis d'un seul coup, il y a un petit bébé éléphant qui me voit, qui s'approche de moi, et puis il ne me lâche plus. Et j'avais ce petit éléphant, je lui tenais la trompe, et je le baladais derrière moi. Donc vous voyez, hein, les éléphants, ça me parle beaucoup. Moi aussi, c'est l'animal qui me... J'adore. C'est très important. Ça Et donc voilà. C'est très très gentil. Donc alors cette rotourne, Voilà. rotourne... Parce qu'on va revenir par rapport à cette histoire d'éléphant, mais aussi par rapport à l'association qui est La Roue Tourne. Vous allez me dire tout sur cette association, puisqu'il y a Brigitte Bardot aussi. Oui. Ben, l'association d'abord a démarré en 56. 1957. 57. C'est Paul Azaïs et Janana Jarma qui en sont qui ont commencé cette association très belle. Pourquoi? Parce que Paul Azaïs était un acteur de cinéma qui, lors d'un tournage, a un accident gravissime. Et il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas comment dirais-je, de soins, on ne les prenait pas en charge, les acteurs ou les chanteurs, les artistes qui se retrouvaient d'un seul coup arrêtés. Que ce soit accident, maladie ou quoi que ce soit, c'était... en cours de carrière qui sont arrêtés. Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait rien. Donc il crée cette association, La Roue Tourne. Et donc Janella, à ce moment-là, demande à Jean Marais, à Michel Morgan, d'en être les parrains. Alors évidemment, elle demande à ma mère de faire le gala. Il y avait ma mère, il y avait tous les grands noms du musical, il y avait Tino Rossi, il y avait Charles Trenet, Edith Piaf, tout le monde était présent à cette Dès qu'il y avait un gala de bienfaisance, on le faisait. Il passait avec des petites enveloppes dans tous les cinémas, parce qu'à l'époque il y avait des cinémas. Oui. Et en première partie, à l'entracte, il y avait un acteur ou un chanteur qui venait chanter, et donc on passait des petites enveloppes. Et donc, moi j'étais gamine à l'époque, hein. Et donc je suis devenue, si vous voulez, l'enfant de La Roue Tourne, de par l'amitié qu'avait ma mère pour Janella, etc. Et moi, quand j'ai eu mon grand problème de mon accident de voiture, Janella a très gentiment, aussi très gentiment aidé à l'époque. Donc c'était tout à fait normal que je renvoie l'ascenseur, puisque bon, bref. Alors donc, cette association, alors il y a donc toujours notre cher Michel Morgan qui dessinait des très beaux tableaux, qui nous a fait des écharpes en soie, et Bernard Buffet qui a fait beaucoup de choses pour nous aussi. Donc on faisait des ventes aux enchères, on faisait des écharpes pour La Roue Tourne. Et donc suite à différents aléas, notre dernier président, Robert Penel, malheureusement est décédé début de l'année. Et puis Janella m'avait, il y a quelques années cela, m'avait investi vice-présidente. Alors j'étais vice-présidente pour le département variété musical, et comme il y avait aussi dans notre association notre très chère Maria Schneider, qui était elle la grande comédienne de cinéma, j'ai dit: Maria, est-ce que tu voudrais devenir vice-présidente pour le cinéma et le théâtre? Elle m'a dit oui. Donc on était les deux vice-présidents, moi pour le département variété et elle pour le département. Elle a fait beaucoup. Maria fait beaucoup pour La Roue Tourne. Elle a amené Dominique Besnéa, elle a fait plein de choses pour La Roue. Et quand Maria est partie, donc je me suis retrouvée toute seule en tant que vice-présidente. J'ai un ami qui est devenu vice-président. Donc notre Robert Penel, président, décède. Et là, les gens de La Roue m'ont dit: ça fait tellement longtemps que tu es parti de La Roue. Est-ce que tu veux bien devenir la présidente? Comme moi maintenant, je lève un petit peu le pied, je ne chante plus comme je chantais avant. J'ai envie de faire autre chose, donc j'ai accepté d'être la présidente et d'essayer de faire perdurer cette belle œuvre. C'est une très belle association. Et donc nous avons eu, grâce à mon amie Jacqueline Renaud, qui nous a suggéré le nom de Brigitte Bardot, et mon ami Pierre Devigne a tout de suite téléphoné à Franck, qui est avec Brigitte, et qui a demandé si Brigitte pouvait... si nous pouvions avoir son parrainage, son marrainage suite à
au départ de notre chère Michel Legrand, elle a accepté tout de suite. Donc voilà. Merci à Brigitte aussi. Merci à Brigitte. Voilà. Et Brigitte, à chaque fois, depuis que nous faisons, ça fait déjà pas mal d'années que nous faisons cette belle vente aux enchères, à chaque fois, Brigitte nous donne un costume qu'elle a porté dans des grandes... Bon, soit film ou musique. Quand elle a été voir le pape, alors il y a la photo d'elle dans le costume qu'elle nous donne pour la... Non, c'est formidable ce qu'elle fait pour la... Et pour la roue tourne, l'association, il y a une prochaine vente aux enchères? Ben, la prochaine, on va essayer d'en faire une l'année prochaine. On est en train de chercher. Évidemment, ça m'incombe de trouver des donateurs. On recherche des objets, on recherche des tableaux, on recherche des livres, des dédicaces, des choses qui ont appartenu. Mais on va faire tout. On va tout faire pour que la roue parce que moi, à chaque fois, moi j'ai donné une chaise de ma mère, j'ai donné une mélodière d'Edith Piaf, j'ai donné un très beau tableau de mon père. Donc à chaque fois, je donne quelque chose qui a appartenu à ma famille. Et puis là, je suis en train de chercher dans mes très belles photos, j'ai peut-être une très très belle photo que je vais leur donner de Rudolf Valentino. Donc puis c'est important de soutenir les artistes. Et je soutiens les artistes parce que... Mais je trouve qu'il faut faire connaître la roue tourne parce que je trouve que les nouveaux producteurs ne sont pas très sympas avec nous. Ils ne se rendent pas compte. Quand on leur demande « Ah non, 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 pourquoi la roue tourne, etc. » Mais quand il leur arrive un problème, ils sont bien contents de nous trouver. Tout à fait. C'est ça qui est malheureux. Trouver la porte ouverte. Ce qui est malheureux à ce jour, c'est de se retrouver face à quelque chose où on a besoin. Et voilà. c'est de plus en plus, oui. Alors on a des amis comme Mylène de Bonjour, comme Sophie Marceau, enfin des grands noms qui nous aident. Mais j'aimerais bien que les jeunes producteurs et producteurs nous ouvrent les portes aussi. Eh bien, on va les ouvrir et on va faire passer le message. Parce que ça peut leur arriver. Bien sûr. Un accident, n'importe quoi, ça leur arrive. On est tous à la merci de quelque chose et voilà, demain on verra. Et actuellement, on a quand même, on aide 70 personnes, hein. Faut trouver l'argent quand même. Et moi, mon but, je voudrais trouver un endroit, un genre d'endroit comme ça, pour faire soit une galerie, soit un musée. La musée de la chanson française, ça n'existe pas, j'aimerais bien le faire. Trouver un lieu pour mettre tous ces objets. Mettre tous les objets, en vente. Faire des rencontres avec quand il y a des programmes, des avant-premières, de spectacles, des choses. Un endroit qui bouge. Qui tourne. Qui tourne. J'ai ça dans la tête. Depuis des années, je sonne la culture ne nous répond pas. On va trouver. Les ministres de la culture, je les cherche, je les vois pas. Et c'est bien dommage parce que c'est très embêtant. La robe de Lucienne Boyer est au musée de la chanson française à Tokyo, alors qu'elle devrait être à Paris. Oui. Le costume de marron de Yves Montand est à Tokyo aussi. Alors que quand même, plutôt en France. Je trouve que ça serait bien de faire quelque chose à Paris. On va le trouver. On va le trouver. On pourrait faire pour la chanson avec les gens qui sont toujours de ce monde. Bien sûr. Mais on va trouver une solution et je ferai passer le message avec grand plaisir. Faire une galerie de tableaux, faire un endroit qui vive, qui est... J'ai ça dans mon livre, ça fait des années que j'en parle. Et je cherche et je cherche et je cherche. Je vais y arriver. On va y arriver. Je suis un taureau, je suis tenace. Hein. Et justement, ce que j'allais vous dire, je suis taureau aussi. Ah bah alors. Donc vous voyez, moi je suis du 25, vous êtes du 23. 23. Voilà. Donc on se comprend et on fonce. Ah oui, je fonce, ouais. Alors vous sortez un livre, voilà. 3 vies extraordinaires. Oui. Magnifique livre, Jacqueline, avec des magnifiques photos de toute votre carrière, quelques textes qui rappellent... C'est pas ma carrière, c'est la carrière des parents, hein, c'est pas moi. Hein. Mais il y a une partie de vous aussi en tout petit, pas du tout. Juste... C'est surtout Lucienne, Jacques et Edith. D'accord. Après j'arrive parce que je suis la fille, oui, mais voilà. Je raconte. C'est surtout leur parcours jusqu'en 60, quand je gagne l'Eurovision. Mais avant, c'est eux. Donc là, vous sortez le livre 3 vies extraordinaires. Le livre audio. Et là, maintenant, vous avez sorti le livre audio.
où on m'entend en tant que Et comédienne. là, vous parlez, vous êtes comédienne dans ce livre. Et après, vous êtes sorti un petit L'Espérance. Ça fait partie d'un album que j'ai fait qui est en anglais, en français et en allemand. Et donc il y a ces deux chansons, il y a L'Espérance et La Retourne. Et La Retourne. Voilà. Vous avez déjà sorti une compilation Voilà. à l'époque. Et là, vous ressortez le livre, Voilà. la compile. Voilà. Magnifique. Et je prépare le spectacle sur scène de l'histoire de Trois Vies. Alors, le spectacle a déjà commencé. A déjà commencé, on l'a déjà joué. Voilà. Vous avez des dates pour 2020 ? Pour l'instant, on n'a pas de théâtre, on espère. On espère. Ils vont venir les dates. Ils vont venir. Tout vient à point. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci. On va passer tout en confidence. Très bien. Alors, vous connaissez le principe du questionnaire de Proust ? Oui. Et ben voilà. Donc, tout en confidence, le principal trait de votre caractère. Je suis quelque part entêtée. Quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je suis tenace, pugnace. La qualité que vous désirez chez un homme. Comment dirais-je ? Naturel, vrai, direct, Et d'une femme, pareil. 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 Est-ce qu'on pensait que l'homme et la femme sont pareils ou est-ce qu'ils sont quand même différents quand même ? Ah bah, ils sont différents. Ils sont différents. Mais est-ce que la qualité est la même ? Bon, ça dépend. Ils ont chacun leur qualité. Ils ont chacun leur qualité. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis, La fidélité. ça c'est important. La fidélité, c'est très important. Votre principal défaut, Mon principal défaut, je suis entêtée. ça rejoint un petit peu le caractère. Oui, mais c'est le caractère du taureau. Hein. Oui. On sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas surtout. Oui. Vos occupations préférées, Alors, mes occupations préférées, la lecture, la musique, les balades, quand je suis à Paris, les sorties, voir mes amis, mes enfants, rencontrer du monde, mes amis. Quoi. le pays où vous désirez vivre, mis à part vous êtes dans le sud, est-ce que vous auriez un pays où vous voudriez aller La France, il n'y a pas La plus France, beau- y a la pas France plus beau c'est que la belle, France. avec une belle culture, les vraies valeurs. La France est un pays magnifique. magnifique. La couleur que vous préférez, Le rouge, j'aime bien. et un peu de bleu aussi, par Le rapport bleu. à votre mère. Le bleu. Le bleu, la petite touche. La fleur que vous aimez. Les fleurs très simples, les fleurs des champs, les marguerites, les apricots, pas les fleurs, Sophistiquées. pas les fleurs sophistiquées, c'est pas mon style. Les fleurs de jardin, les fleurs fleurs de jardin, dans les prés. Ouais. Colchique dans les prés. Exactement. L'oiseau que vous préférez. Les petits moineaux. Les petits moineaux. D'ailleurs, chez moi à Saint-Gaud, quand je leur fais, j'ai un petit balcon, alors je remets les graines, vous savez, les boules. Alors j'ai au moins 10 petits moineaux qui viennent avec les mésanges. Alors ça amuse mon chat parce que derrière, Ah bah. regarde, c'est guignol pour lui. Vos auteurs favoris. Ou un auteur favori. Oh, j'ai pas vraiment d'auteur, je suis pluriauteur. Je lis un peu de tout. Tout ouvert. Je suis. Quelqu'un de je très découvre, oui. vous aimez découvrir la vie. J'aime découvrir et relire des choses comme ça. C'est le côté taureau, ça aussi. Je me rééduque en ce moment, je repars en arrière pour des choses que je n'ai pas lues. Alors, je reviens, oui, voilà. Votre compositeur préféré. Tchaïkovski. Votre peintre favori. Ou artiste peintre. Monet. Monet. Vous avez été à Giverny? J'y suis allée. J'aime aussi Léonard, Da Vinci. Mais j'aime beaucoup Monet, oui. Et votre héroïne, héros ou héroïne préférée dans le cinéma français ou Du bande cinéma. dessinée? Héroïne. Oh, j'ai pas vraiment d'héroïne, hein. Cinéma
français, j'ai pas. J'aime beaucoup Les Enfants du Paradis, j'aime beaucoup. J'aimais. C'est très. J'ai pas vraiment d'héroïne, finalement. Il y a un héros, un acteur, une actrice, quelqu'un qui vous a énormément au niveau en tant qu'acteur? Bah, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Delon. C'est marrant, je pense que c'est Delon. Gabin. Gabin. Belmondo. Héroïne de cinéma Simone Signoret. Grand nom comme ça. Tous les. Marie-Josée Nad, Brigitte Bardot, enfin voilà, toutes les. Martine Carole. C'était comment on pourrait dire, des vrais acteurs, des vrais personnages. Acteurs. Puis quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance de rencontrer Judy Garland. Oui. Marlène Dietrich, donc j'ai baigné, je les ai tous connus en vrai. Donc et maintenant je me rends compte. J'étais trop jeune pour me rendre compte, mais maintenant je me rends compte Je vois tout à fait ce que vous voulez dire parce que quand Charlie Chaplin venait à la maison manger le pot-au-feu, je ne me rendais pas compte que c'était Charlie Chaplin. C'est maintenant que je me rends compte. Tu te rends compte quand même. C'est ça. Voilà le truc. C'est pareil, il y a des fois j'ai des gens que j'ai connus tout jeunes voilà, et que je retrouve maintenant. C'est mémorable. Et puis après je les ai vus. On se rend pas compte qu'on est petit. Mais quand même, tu as eu de la chance de rencontrer tous ces gens-là. Oui, c'est vrai qu'on Quand se rend j'ai pas joué compte. Eugène le Mystérieux au Châtelet, c'est Marcel Achard qui est venu me chercher pour jouer le rôle de Fleur de Marie. C'est quand même pas mal. C'est énorme. Ah oui, oui. Quand même, Félicitations. Marcel Achard qui gêne Oui. la petite pour jouer. Ce que vous détestez par-dessus tout, La bêtise humaine, la méchanceté, tout ce qui se passe actuellement. Ça me plaît pas du tout. c'est pas. Vraiment la bêtise humaine et puis vraiment tout ce qu'on casse, tout ce qu'on détruit, ça me révolte. On a un changement total de vie, ça fait peur. Je comprends les réclamations, je comprends tout ça. Mais qu'on l'aille casser, qu'on l'aille détruire, ça me fait peur. Ça fait peur? Oui. Vous pensez qu'on revient dans une nouvelle ère, une guerre? C'est pas tranquille en ce moment. Non. Alors qu'il y a des gens il y a des gens qui sont quand même des pacifistes, il faut les écouter ceux-là quand même aussi. C'est pas en cassant, c'est pas en gueulant comme on fait qu'on arrivera à quelque chose. Malheureusement. Et faire Et comprendre et regardez faire les passer le jeunes message. qui luttent pour le climat, c'est formidable. Ah oui, c'est important la C'est nature. génial, quand même. Bien sûr. Bah justement, je vais vous demander. Parce que j'ai quand même moi des petits-enfants, j'ai une petite fille de 28 ans et un petit-fils de 30 ans. Qu'est-ce qu'on va leur laisser là? Pas très joyeuse. Et bien justement, le don de la nature que vous voudriez avoir. Le don de la nature? Oui. Qu'est-ce que vous appelez le don de la nature? Le don de la nature, est-ce que changer peut-être avec un peu comme je sais. Que tout redevienne calme, qu'on ait des océans propres, qu'on ait des paysages, qu'il n'y ait plus de canettes, qu'il n'y ait plus de plastique, qu'il n'y ait plus de tas de trucs qu'on voit qui sont tous ces océans pollués, tout ça. Le respect de la nature et le respect de l'être humain. Qu'on arrête de bétonner. À force de bétonner, tout s'écroule. Alors c'est pour ça qu'il y a des inondations partout. Ah bah, la que nature. les maisons ne tiennent plus parce qu'il y a tellement de. La terre ne retient plus et la terre elle en a marre là. La nature, elle reprend ses droits. Oh ben oui. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Pour vous, le bonheur, c'est quoi? Vous me souriez, c'est un bonheur. Des gens qui sourient, c'est un bonheur. Merci Jacqueline. Un rayon de soleil, une rencontre agréable, quelqu'un qui sourit. Des fois dans la rue, il y a des gens qui disent « Oh, vous souriez, c'est agréable ». Je dis « Oui, ça coûte pas cher ». Voilà, c'est juste ça. Le bonheur, le partage. Il y a des gens qui me disent « Merci ». Ben oui. Merci beaucoup Jacqueline Boyer. Je suis très content de vous avoir reçu. Je vous offre cette petite pochette L'Art du Bonheur. Oh, mais c'est magnifique, voilà. J'adore. Vous pourrez mettre tous mes secrets. Tous vos secrets, voilà. Elle sera personnalisée, mais voilà. Très bien, super. Merci. Et je vous laisse dédicacer ce fauteuil. Vous avez le droit d'écrire à droite ou à gauche. Et merci pour tout ce beau partage. Merci à vous, en tout cas, c'était un grand moment bien agréable, de bonheur, de passer dans un bel endroit en plus.
C'est tellement agréable. On va peut-être lui poser la question si on pouvait faire une galerie spéciale justement pour la roue tourne. Pourquoi pas? Ça serait pas que la roue tourne, parce que je veux refaire aussi de la roue tourne le musée de la chanson, je veux faire tout un truc. Mais que la roue tourne soit englobée dedans. Mais je vous suis. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à C'est ça fait. l'idée. Je vous laisse dédicacer Ah le... oui. Alors attendez, il faut que je mette mes lunettes. Parce que Ici. bon. Ah, je vous passe le sac. Oui. Ah, comment ça va? Oui, voilà. Bah oui, oui. On est en plein tournage. Oh, mince. C'est pas grave. Là, comme ça, vous avez vu que j'ai l'art du bonheur, je dis bonjour. Mais c'est bien, mais moi j'aime bien ce côté naturel. Je mets mes lunettes. Hein. Allez-y. Excusez-moi. Là, j'ai dents, je suis obligée de mettre des lunettes. En tout cas, ça a été un vrai partage que j'ai beaucoup aimé. C'est pas facile d'écrire, mais on y arrive. Mais on y arrive. Voilà. Merci beaucoup, Jacqueline. C'est moi qui vous remercie. Merci Vous beaucoup. m'avez gâté, vraiment, c'est très 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 sympa. Je vous remercie de nous avoir suivis et surtout partagez le bonheur et à très bientôt. Ciao, ciao.